Espace TV, le 22h. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, c'est l'une des plus graves crises que traverse actuellement le bloc libéral. Son président est accusé de détournement de fonds destinés au financement des activités du parti. Les accusations que rejette en bloc Dr Faya Milimono, une situation qui a conduit à la démission d'une dizaine de membres du bureau exécutif du bloc libéral. Précision à suivre dans cette édition. Des centaines de personnes détenues à la maison centrale de Conakry attendent toujours leur procès. C'est que dénonce leur avocat, Maître Salifou Biavogui, qui invite les autorités judiciaires du pays à respecter les droits de ses clients. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, l'angle de ce soir va nous conduire, mesdames et messieurs, à Cancan, où notre correspondant régional s'est intéressé au bâtiment colonial qui abrite la direction préfectorale de l'éducation, un bâtiment qui se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. Nous sommes mercredi 2 décembre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité encore une nouvelle fois à Espace et à Calac TV. Tout d'abord, le dispositif sécuritaire, bien sûr, sera désormais renforcé sur l'axe Le Prince. Déclaration faite ce mercredi par le directeur général de la police, Ansoumane Bafoué Camara, suite, bien entendu, vous le savez, aux récentes violences qui ont eu lieu à Wanindara, dans la commune de Ratoma, des violences au cours desquelles un policier a été tué et plusieurs autres blessés. Cette annonce du général Bafoué est diversement appréciée, vous allez le voir, dans la société. Nos équipes ont tendu le micro à quelques acteurs politiques, mais aussi de la société civile. Je vous propose de suivre ce reportage que nous signent André Mossi Milimono et Abouakar Kekebangoura. Selon le général Bafoué, le dispositif sécuritaire sur l'axe Le Prince se verra renforcé les prochains jours pour sécuriser les populations et traquer les auteurs de violences. Cette annonce sonne mal à l'oreille de cet acteur politique qui accuse le président Alpha Condé de vouloir monter cette attaque afin de diaboliser cette partie de Conakry. Nous pensons que la mort du policier que nous déplorons est une manipulation du pouvoir qui ont sacrifié ce pauvre policier, ces policiers blessés. Les populations guinéennes ne soient plus résignées face à cette situation. De dire à M. Bafoué d'arrêter, il ne peut pas prendre l'arme du peuple, l'argent du peuple pour bâillonner le peuple avec. La société civile guinéenne, elle, parle plutôt de sécurité de la population. Les forces de l'ordre devraient s'atteler à rétablir la confiance entre elles et la population, ce qui mettrait fin à la psychose qui s'est emparée des citoyens. La communication du directeur général de la police est très bien, mais ce qu'il doit ajouter, il faut qu'il rassure la population de sa coopération, qu'il est venu pour travailler avec la population. Il faut que la population se sente en sécurité. La sécurité incombe à toute la population de Conakry et à toute la population guinéenne. Donc nous devons vraiment vivre dans la sécurité, dans la paix. Amadou Kourouma invite les plateformes de la société civile à agir. Aujourd'hui, rien ne peut aller sans l'implication des acteurs de la société civile. C'est pourquoi nous avons besoin d'une société civile forte. Nous avons besoin d'une société civile réconciliatrice. Nous avons besoin d'une société civile qui peut vraiment laisser les égos de côté et travailler vraiment pour le peuple. Pendant ce temps, les opposants au régime d'Alpha Condé appellent à de nouvelles journées, villes mortes dans le pays. Je vous le disais au sommaire, rien ne va plus entre Dr Faya Milimono et ses collègues du bloc libéral. Vous allez le voir, les seconds accusent le premier de détournement des fonds destinés bien sûr au financement des activités du bloc libéral. Ce mercredi, notre rédaction a donné la parole aux protagonistes dans cette crise que traverse le parti dirigé par Dr Faya Lansana Milimono, Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alex Silla.
Tout est parti de l'organisation du congrès électif des membres du bloc libéral le 30 août dernier à son siège. Pour des raisons sanitaires, le dit congrès devrait se tenir en ligne et les fédéraux des différentes localités devraient avoir un montant de 30 000 francs guinéens chacun pour des frais de connexion. 4 fédérations n'ayant pas eu ce montant, une plainte a donc atterri sur la table de Dr Faya Milimono. C'est ce qui a donc mis en mal certains membres du bureau exécutif du parti. Indigné, Faya Milimono compte saisir les autorités compétentes pour que cette affaire soit tirée au clair. Ils s'expliqueront devant la justice les accusations portées contre ma personne. Le BL n'a rien à voir avec ce qui est affirmé devant tous les médias quand on a dit Faya Milimono est accusé de détournement. Interrogé, Thierno Boubacar Baldé, président du Conseil national des jeunes, dit n'avoir jamais accusé le président du BL, mais déplore tout de même la volonté de Dr Faya Milimono de prendre en otage leur parti. Ils disent que les congressistes n'étaient pas informés. Donc nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que les gens peuvent recevoir leurs frais de connexion et au même moment ils disent qu'ils ne sont pas informés. Donc personnellement j'ai commencé à appeler des gens et dit mais vous dites que vous n'êtes pas informés du congrès. Pourtant vous avez reçu de l'argent, nous avons un rapport financier ici qui dit que vous avez reçu vos frais de connexion. Mais les gens étaient étonnés, ils disent qu'ils n'ont absolument rien reçu. C'est à partir de là que nous avons interpellé d'abord au niveau du bureau exécutif et le président pour qu'on essaye d'en parler. Il y a des plaintes. Aujourd'hui, nous avons 2 plaintes sur la table du président, des gens qui n'ont pas reçu leur argent. Personne n'a accusé encore une fois le président du bloc libéral de détournement de fonds. Je pense que c'est lui qui veut détourner le débat dans ce sens pour essayer peut-être de se victimiser ou orienter le débat autrement. Les personnes qui sont indexées dans la plainte sont connues, ce n'est pas lui. Et à l'occasion de notre conférence de presse, personne ne l'a cité. Dans notre déclaration, personne ne l'a cité et personne n'a fait allusion à lui. Il faut rappeler que c'est un montant de 120 000 francs guinéens qui serait à la base de toutes ces guéguerres au sein du parti et fait la une des médias en Guinée. La crise sociopolitique et les interpellations d'opposants consécutives à la présidentielle du 18 octobre dernier interpellent aujourd'hui des organisations syndicales et de la société civile en Guinée pour sortir le pays de cette impasse sociopolitique. Ces 2 entités sociales envisagent ce mercredi d'entreprendre des actions fortes pour un dialogue inclusif. Djibril Ba et Thierno Sadouba nous signent ce reportage. Suivez. Les crises post-électorales laissent encore ses stigmates. Un dialogue inclusif oblige. C'est un produit donc de cette initiative que le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée a rencontré cet après-midi l'Union syndicale des travailleurs de Guinée dirigée par Abdoulaye Sow. Au sortir de cette rencontre, le CNOSC, représenté par son secrétaire national chargé des questions politiques et stratégiques, a affirmé que la situation actuelle de la Guinée est une réelle source de préoccupation. Pour l'activiste de la société civile, il s'agit d'une synergie d'action entre toutes les centrales syndicales et les organisations de la société civile du pays. Quand on parle de la crise sociopolitique, ça prend en compte forcément des opposants politiques qui sont aujourd'hui en prison. Et on ne peut pas régler cette crise-là en partie. Il faut prendre tous les éléments qui rentrent en compte. Et raison pour laquelle il y a un travail beaucoup plus approfondi qui doit être fait dans les jours à venir. Nous sommes mis d'accord sur un agenda de travail déjà. Le secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, a tenté d'expliquer les raisons de leur démarche. Le point, c'est qu'on a demandé à chaque structure, qui doivent rencontrer toutes les centrales syndicales, de réfléchir sur la situation du moment, mais aussi de se référer au passé et de se projeter dans l'avenir pour que nous puissions reconstruire la société civile, j'entends par société civile le syndicat et la société civile elle-même, pour que nous puissions d'une seule voix nous parler et faire en sorte que la paix durable se construise dans notre pays grâce au dialogue que nous avons instauré. Mais ce sera de tout l'ensemble des acteurs sociaux. En attendant, de nombreux opposants politiques arrêtés au lendemain de la présidentielle croupissent encore en prison.
Je vous le disais également au sommaire, plus de 300 personnes arrêtées lors des violences post-électorales attendent toujours leur procès à la maison centrale de Conakry. Le cas d'Étienne Soropogui est grave et nécessite une évacuation sanitaire. Ses propos sont de maître Salif Béavogui, avocat bien sûr des détenus. Il ajoute aussi que c'est Étienne Soropogui lui-même bien sûr qui paye son hospitalisation et les frais de soins qu'il reçoit à l'hôpital Ignace Dine au service de cardiologie. Asseni Bari, Abouakar Dine Kamara nous en disent plus. Depuis plus de 2 semaines, Ousmane Gawal, Étienne Soropogui et Si croupissent à la maison d'arrêt de Koronti. À ces cadres de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique s'ajoutent plus de 300 autres citoyens arrêtés lors des violences post-électorales. Le dossier des cadres, qui était initialement dans les mains du doyen des juges d'instruction du TPI de Dixine, est remis au tribunal pour enfants de Kaloum. Conformément à l'article 689 du Code de l'enfant, quand un mineur ou des mineurs se retrouvent dans le même dossier avec des majeurs, le tribunal qui emporte ou qui est compétent, c'est le tribunal pour enfants. Et nous avons un code de l'enfance. Le tribunal pour enfants à Conakry a son siège au tribunal de première instance de Kaloum, où se trouve un président du tribunal, des juges d'instruction et même un procureur. En prison, un détenu est déjà mort et d'autres comme Étienne Soropogui sont malades. L'ancien directeur des opérations de la CENI souffre de complications respiratoires depuis vendredi dernier. Certes, considéré comme prisonnier, mais c'est lui-même qui paye les frais de son hospitalisation à l'hôpital Ignace Dine, déplore son avocat. C'est lui-même qui prend en charge ses frais d'hospitalisation, ses frais d'ordonnance, ses frais médicaux, alors qu'il est en détention. Quand un citoyen est en détention entre les mains de l'État, naturellement, c'est l'État qui doit prendre en charge les frais de traitement, tout ce qui s'ensuit. L'état de santé nécessite qu'il soit libéré. Son état de santé qui s'est fortement dégradé nécessite qu'il soit libéré, qu'il soit même évacué pour raison de santé. C'est la même chose pour El Hadji Ibrahima Chérif Ba, également qui a des problèmes de cœur, de tension. Maître Béa plaide pour un placement sous contrôle judiciaire à défaut de libérer ses clients. La moindre des choses aurait été diminuer leur liberté en les plaçant sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, c'est déjà une restriction de la liberté. La solution n'est pas toujours l'emprisonnement. C'est pas toujours il faut conduire en prison. C'est pourquoi le législateur a prévu un palliatif. Lorsque ce n'est pas nécessaire d'envoyer une personne en prison, mais il ne faut pas la priver de sa liberté. En ce qui concerne Ismaël Kondé et Souleymane Kondé, l'avocat rassure que la procédure suit son cours normal. L'Agence nationale de lutte contre la corruption suit de près le dossier du prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens au ministère, vous le savez, de l'enseignement technique. Cependant, elle déconseille aux citoyens de faire une conclusion sur le sujet alors que donc des enquêtes sont en cours. Son secrétaire exécutif par intérim promet de tirer au clair cette affaire. Suivez ses explications. Elle suit de près et compte agir, sinon son rôle sera voué à l'échec et les Guinéens seront déçus, selon son secrétaire exécutif par intérim. L'Agence nationale de lutte contre la corruption promet de faire la lumière sur le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens au ministère de l'enseignement technique. Quand on parle de l'enrichissement illicite, c'est le détournement des deniers publics. Ça ne concerne que les agents de l'État, fonctionnaires et contractuels. Alors, cette nouvelle interpelle tout un chacun de nous. Nous souhaitons vivement que la chose soit tirée au clair. L'affaire fait la une des journaux du pays et fâche les Guinéens de basse classe qui expriment leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Une colère que ces responsables comprennent bien. On ne peut pas accepter ce genre de préjudice que l'État guinéen et la population elle-même soient victimes. C'est un denier public. Et au moment juste où le président de la République se positionne fermement, le gouverner autrement. Quand il parle de la déclaration du patrimoine, ça va directement vers l'enrichissement, contre l'enrichissement illicite. La gabegie financière encouragée par ceux qui vivent mieux impacte les populations pauvres. Néanmoins, Sékou Mohamed Silla déconseille de tirer des conclusions en attendant des enquêtes pour déterminer la véracité des faits.
Et monsieur le procureur de Kaloma s'est préoccupé, il a pris le dossier en charge. Cela n'empêche que nous-mêmes nous évoluons dans la collecte d'informations. Et puis au moment opportun, nous pouvons nous prononcer, on va suivre les actes que la justice va poser. Des présumés cas de détournement des fonds publics, la Guinée en connaît assez ces derniers temps. Le dernier cas remonte au mois d'août dernier à l'autorité de régulation des postes et télécommunications où plusieurs cadres ont été accusés de vol de 51 millions de dollars américains. Dans le reste de l'actualité nationale, la journée mondiale de la santé a démarré ce mercredi 2 décembre à Conakry. Pour cette première journée, les professionnels de la peau ont tenu une conférence débat sur le thème impact psychosocial et aspect dermatologique. Elle est célébrée, il faut le rappeler, par la clinique dermatologique en collaboration avec l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les organisateurs comptent poursuivre leurs activités à Kassa par des séries de consultations cutanées gratuites. Bernard Kondono et Mohamed Aloussieni Kamara signent ce reportage. Sous le thème impact psychosocial et aspects psychodermatologiques, la journée mondiale de la santé de la peau a été célébrée ce mercredi à Conakry. Elle est organisée par la clinique dermatologique en collaboration avec l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, avec l'appui des partenaires étrangers qui œuvrent pour la formation du personnel soignant. La cérémonie a démarré ce mercredi par une conférence débat entre les professionnels de la peau et ceux évoluant dans le domaine médical autour des maladies comme l'acné, une pathologie qui se développe sous plusieurs formes si elle n'est pas très vite prise en charge par un professionnel. Il y a plus de 3000 maladies de la peau. Donc, et puis c'est des maladies qui ont souvent un impact négatif sur la qualité de la vie. C'est la peau d'abord qu'on voit, la peau c'est l'apparence. Donc quand l'apparence n'est pas bonne, ça joue sur la qualité de la vie. Cette journée est mise à profit par les organisateurs pour rendre public les bourses offertes par les partenaires pour la formation des jeunes Guinéens. Bon, les bourses qui ont été offertes par F7 Education, qui est une institution australienne, c'est offertes de façon gratuite parce qu'elles sont passées par là et il y a des fiches à remplir. On remplit les fiches là et on recommande. Il n'y a pas de nombre limité à ces bourses. La cérémonie a connu la participation des jeunes médecins avec pour ambition d'acquérir des connaissances dans la prise en charge des maladies de la peau, notamment l'acné. Ça m'a apporté beaucoup de trucs que je ne savais pas. J'ai compris aujourd'hui que les maladies de la peau n'étaient pas vraiment une fatalité dès lors que l'équipe de M. Traoré, Dr Traoré, est là. La journée a permis au principal organisateur d'offrir aux albinos présents quelques produits de la peau introuvables sur le marché guinéen. Un geste qui réjouit ces albinos. C'est une manière aussi d'appeler certaines personnes à faire autant. Deuxièmement, il faudrait que les personnes sachent d'abord que cette formation aussi aurait apporté assez de choses d'abord pour la connaissance de sa propre personne, de son corps, également comment se faire également. Les organisateurs tiendront des consultations cutanées gratuites les 3 et 4 décembre sur les îles de l'Os, précisément dans la sous-préfecture de Kassa. Direction à présent l'intérieur du pays pour dire qu'à Kindia, 30 orphelins du centre orphelinat Espoir des enfants de Mabinti Camara ont bénéficié de quelques fournitures scolaires ce lundi. C'est un geste de Béni Fondation INC dont l'objectif vise, vous allez le voir, à accompagner ces enfants vulnérables pendant cette rentrée scolaire 2020-2021. Au cours de cette cérémonie qui a connu, il faut le préciser, la participation de plusieurs autorités locales, au-delà des dons, la Fondation a encore offert un montant de 17 725 000 francs guinéens à 30 enfants orphelins comme frais de scolarité. Et je vous propose de suivre ce reportage qui nous signe Abouakar Silla. Ce projet de don de fournitures scolaires à des enfants orphelins est une activité initiée par la fondatrice Béni Kouyaté avec le dessein d'honorer la mémoire de son feu père, Ben Salia Kouyaté, qui avait l'habitude de faire des gestes similaires à des ouvertures scolaires. À l'occasion de cette cérémonie ce lundi, des complets de tenues scolaires, des sacs pour élèves ont été offerts aux enfants orphelins en présence de plusieurs autorités de la place. Nous avons des cahiers, nous avons des bics, nous avons des tenues, des sacs et tout ce que l'élève a besoin pour mieux étudier.
L'objectif de ce geste de Béni Fondation Inc. est d'accompagner les enfants vulnérables en leur dotant de quelques fournitures scolaires pendant cette session 2020-2021. Et c'est ici, au centre orphelinat Espoir des enfants Mabindi Camara, situé dans la sous-préfecture de Damakania, que l'activité s'est déroulée. En dehors de ce don, une somme de 17 725 000 francs a été aussi mise à la disposition des responsables du centre pour les frais de scolarité de 30 enfants orphelins. Un montant qui va leur permettre de s'inscrire à l'école de leur choix. À Kindia, nous avons donné 17 725 000 francs pour la scolarité. Mais l'ensemble du projet de Kindia est initié à 19 millions de francs guinéens. Charles Yaraduno est directeur de ce centre orphelinat. Il se réjouit de cet accompagnement de Béni Fondation Inc. à l'endroit des enfants orphelins qu'ils encadrent dans ce centre. Se poser la question comment avoir des moyens de scolarité pour ces enfants-là. Heureusement, par la grâce de Dieu, Béni Fondation, avec leur gestion depuis longtemps, en faveur de ces enfants, est venu en aide avec 17 525 000 pour la scolarité de ces enfants. À l'occasion de cette cérémonie, quelques artistes humoristes de la place ont aussi répondu présents à l'appel de la Fondation. Satisfaite de ce geste, cette orpheline exprime tout son sentiment à l'égard de Béni Fondation Inc. On a reçu des cadeaux. On est vraiment content. On remercie Béni Fondation. Pour Ben Salia Kouyaté, seule l'éducation à travers l'instruction nous permet de gagner le combat contre l'ignorance et la pauvreté. À présent, parlons éducation dans ce journal pour dire qu'à Sonfonia, dans l'école publique, la rentrée scolaire n'a pas été effective. La raison, l'établissement manque de table-banc. Ceci au rendement des enseignants. Dans d'autres écoles, vous-même vous allez le constater, l'heure n'est pas également la joie. Reportage Marissa Kamara et Ali Ouba. Aux premières heures de cette journée, nous avons sillonné certains établissements où les cours n'ont pas repris effectivement. C'est le cas de cette école publique, sise à Sonfonia dans Ratoma. Ici, les élèves et les professeurs sont toujours en vacances. La cause, un manque criard des tables-bancs. Par rapport aux tables-bancs, selon des informations, c'est le fournisseur qui nous met en retard. Les encadreurs n'attendent que des tables-bancs, alors que le département de tutelle leur a promis qu'ils seront disponibles dans un laps de temps. Jusqu'hier, on était rassurés qu'on allait recevoir les tables-bancs. Mais maintenant, là, on me dit que les tables-bancs sont en route pour ici. Donc, nous sommes à l'attente. La rentrée des classes a été aussi un véritable casse-tête pour les parents d'élèves dans d'autres écoles où les enseignants demandent un coût plus élevé de l'inscription et de la réinscription. L'État a affiché la gratuité de l'inscription et des transferts. Et s'il s'avère que dans certaines écoles, certains chefs d'établissement se livreraient au retrait des sommes exorbitantes aux parents d'élèves, nous irons sur le terrain, nous allons vérifier, puisque dans la commune de Ratoma, on aurait appris que certains auraient demandé aux parents d'élèves la somme de 250 000 francs. L'année scolaire démarre dans un contexte particulier. D'habitude, la rentrée s'effectue plus tôt, mais le coronavirus a imposé un calendrier aux autorités de l'éducation guinéenne. La deuxième édition de la Grande Nuit du Conte se tiendra le 4 décembre à Conakry, dans la capitale guinéenne. La structure organisatrice Koumaka a, au cours d'une conférence de presse, donné plus de détails sur cet événement, vous le savez, qui valorise l'art oratoire dans un contexte de mondialisation. Idrissa Bari et Amara Alex Silla pour le compte-rendu. Oui, il a failli se faire piquer par l'air. En l'autre jour, il a même failli se faire engloutir par un serpent. Le conte est une histoire plaisante, vraie ou fausse, racontée pour amuser, médire et éduquer. Il est aussi un vecteur de transmission de l'histoire et il constitue un outil didactique. Depuis 10 ans, la structure Koumakan a décidé de mettre en lumière cet art oratoire à travers la Grande Nuit du Conte. On ne peut pas le faire sans rendre hommage à nos aînés. Donc il y aura ces hommages, il y aura, dans cette situation de pandémie et de crise post-électorale, nous allons beaucoup orienter nos interventions pour contribuer à la réconciliation des peuples, à nous rappeler ce qui nous lie
de plus. Un événement accompagné par le département en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique à travers la Direction nationale de la culture qui a donné des instructions dans ce sens. Plus que les autres arts, je me permets de dire que cet art est pris très au sérieux par le département en charge de la culture. KPG du Burkina Faso et Elhadji Leboul du Sénégal sont aussi conteurs qui se produiront sur scène. Pour le public, ils ont prévu ceci. Cette année, ce sera quelque chose de spécial. Je ne vais pas en dire plus, mais on essaiera d'enseigner, d'informer, d'inculquer et surtout de rire et de faire rire. Tout pour nous faire entendre. Selon la structure Koumakan, le nombre de billets prévus est déjà vendu et cette seconde édition de la Nuit du Conte se tiendra à guichet fermé dans un réceptif hôtelier, dans un décor traditionnel. Vous avez sans doute entendu parler d'eux. Les acteurs de la série Maîtresse d'un homme marié sont en Guinée pour participer bien sûr au concert de Diamond Platinum le 3 décembre ici même à Conakry. Un événement organisé, il faut le rappeler, par la structure Doulaye Prod et Gold Communication. Rosaline Gauthier Menemou et Abouakar Din Kamara, un reportage. Les acteurs de la série Maîtresse d'un homme marié sont en Guinée depuis mardi soir. Dès leur arrivée, ils ont été dirigés au groupe Adafo Média où ils ont participé à l'émission On se lâche sur Radio Espace Guinée. Galika, l'une des actrices de cette série, est très fière d'être en Guinée et espère que la suite sera meilleure. Ravi, vraiment. On n'a pas encore eu l'opportunité de rencontrer la population guinéenne, mais ne serait-ce qu'ici, à la télé et tout, on est très ravis, vraiment. Et espérons que demain, on va vraiment sentir la Guinée. L'actrice qui incarne Galika dans cette série à succès se réjouit de l'appréciation faite par les Africains. Pour elle, ces compliments les encouragent à redoubler d'efforts. Ça fait plaisir de voir que le rôle qui a été interprété a été tellement si bien pris, si je peux dire, par notre société africaine et également au point qu'ils nous demandent à venir passer du temps avec eux. On en est juste très ravis et ça nous motive à encore aller de plus loin. Ces acteurs seront au concert privé de Diamond Platinum ce 3 décembre au Palm Camayen. Ils promettent et rassurent que cet événement sera exceptionnel. Alors merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir invités. On se dit rendez-vous le 3, Inch'Allah, ça va être du lourd. La série Maîtresse d'un homme marié est une série panafricaine interprétée par des Sénégalais. Les acteurs projettent de nouvelles saisons dans les semaines à venir. Place à présent à notre angle bien entendu, qui nous conduit ce soir à Kankan, où notre correspondant régional s'est intéressé au bâtiment colonial qui abrite la direction préfectorale de l'éducation, dont l'état de dégradation très poussé suscite une avalanche de commentaires et de réactions dans notre pays, comme vous-même vous allez le constater. Cependant, le chantier du nouveau bâtiment devant remplacer bien sûr cet ancien monument confié à l'actuel maire de Matoto, Mamadou Batos Camara, dont les travaux auraient démarré depuis 2012 et jusque-là en souffrance. Alpha Omar Kuita nous signe ce grand reportage. Suivez. Les tôles perforées, les murs fissurés, les plafonds endommagés sous l'effet de la pluie, laissant le personnel et les documents administratifs à la merci des intempéries de la nature, sont entre autres images que présente de nos jours la direction préfectorale de l'éducation de Kankan, du secrétariat, en passant par les bureaux du DPE, du chef section enseignement secondaire et technique, du chef section enseignement fondamental, du chef section gestion des ressources, du chargé des ressources humaines, du chargé de gestion informatique et statistique, pour ne citer que cela. Partout, le constat dépasse de tout commentaire. Bien que conscient de cet état de dégradation poussé de son service, le DPE de Kankan reste tout de même confiant quant aux engagements qui lui ont été pris par certains fils ressortissants de la ville résidant à l'étranger
pour la rénovation du dit bâtiment. Vous venez de prendre des images par tout ce que je pourrais vous dire. C'est que le ministre sortant, M. Sangaré, avait pris la décision de revoir l'état vétus de ce bâtiment. Après lui, c'est M. Bono qui est arrivé. Mais entre-temps, nous avons un fils ressortissant de Kankan qui nous a rendu visite et à l'issue de cette visite, il nous a tenu promesse. À son retour à l'étranger, dans le pays où il réside, il nous a fait parvenir une correspondance pour dire qu'il prend en charge la réfection de ce bâtiment. Mais au moment où cela se passait, le temps était pluvieux. Et comme vous avez vu l'état de ce bâtiment, quand il pleut, l'eau coule. Il a dit qu'après la période hivernale, qu'il prendra en charge la réfection de ce bâtiment. Nous sommes dans l'attente. Contrairement à Morlaye Kondé, le chargé des examens lui exprime toute son indignation vis-à-vis de l'état de délabrement de cet édifice public. Quand le professeur Alpha Kondé donne le financement, bon, regardez, je me limite là. Ça va, monsieur, je n'ai plus rien à dire. Quand il pleut, vous savez ce qui va se passer. Hein, regardez. Ça va. Vous restez ici, bien vous partez dehors. Bien, comment vous faites avec les documents? On se cramponne dans le bureau de M. Daffé ici. Et on est obligé de prendre des seaux vides pour que l'eau ne mouille pas nos documents. Quel appel avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit des fils résidents et ressortissants de Kankan? Monsieur, moi je n'ai pas d'appel à faire. Parce que tout Kankan voit ça. Tout Kankan voit ça. Donc je n'ai pas d'appel à faire. Et voit ça. Hein? Ils ont des moyens. Ils peuvent aider l'État à faire ce mouvement, à travers ça là. Imaginez, Kankan, une ville comme Kankan, la deuxième ville du pays. Regardez ce bâtiment-là. C'est honteux. En 2012, Mamadou Batos Camara, le maire de la commune de Matoto, a décroché le contrat de construction du nouveau bâtiment devant abriter la DPE. Ce chantier que vous voyez en image se trouve jusque-là en souffrance par faute de financement. Ce bâtiment-là devrait finir avant la fête de l'anniversaire de la fête de l'indépendance. Ça, c'était en 2016 jusqu'à 2017, mais les travaux ont été bloqués pour des raisons de financement. C'est pourquoi ce bâtiment-là est resté comme ça. Qui est cet ingénieur? C'est le maire de Ratoma, de Matoto, je veux dire. Mamadou Batos. Mamadou Batos Camara. Okay. Alors, à l'heure actuelle, Mamadou Batos Camara est le maire de Matoto. Est-ce que vous avez essayé de l'interpeller sur ce bâtiment pour son achèvement? Chaque fois qu'il vient ici pour des manifestations politiques, il est informé par M. le DPE et il promet toujours. Mais ça n'a jamais été réalisé. Ça n'a jamais été réalisé. Selon le chef section du bureau de stratégie et de développement au niveau de la DPE, depuis le temps colonial, ce bâtiment n'a jamais bénéficié de quelconque rénovation. En tout cas, c'est l'époque coloniale que ce bâtiment-là a été construit. Donc ça n'a jamais été rénové depuis sa construction? Non, on a ajouté seulement, mais ça n'a jamais reçu de coûts de rénovation. Choqués par l'état dans lequel se trouve actuellement leur lieu de service, Fodé Sissoko lance une invite à l'endroit des autorités compétentes. C'est une doléance auprès du gouvernement guinéen. Kankan est une grande préfecture et une ancienne préfecture où beaucoup de cadres ont passé. Des cadres qui ont commandé au niveau national. Aujourd'hui, là où nous sommes, le bureau de la DPE de Kankan ne répond plus aux choses, comme on appelle, aux occupations et au fonctionnement de l'éducation. Donc c'est le gouvernement seul qui peut nous aider en finançant l'achèvement de ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là, bien fait, mais inutilisable parce que ce n'est pas achevé.
toutes nos tentatives pour joindre Mamadou Bartos Camara, le maire de Matoto, à qui le chantier est confié, ont été vaines. En attendant que ces différents cris d'alarme ne tombent dans de bonnes oreilles, le personnel de la direction préfectorale de l'éducation de Kankan continuera à prendre son mal en patience. C'est une information de dernière minute. L'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, est décédé ce soir à Paris, entouré bien entendu de sa famille. Il avait 94 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Une édition réalisée par Ali Badra Camara et Mamadou Kalissou. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté d'Abouakar Foté-Souma et Cheikh Omar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Où que vous soyez dans le monde, nous vous souhaitons à vous tous une excellente suite des programmes sur Espace et Calac TV. Bonsoir.